Salut, bienvenue sur ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Focus Odin 5 F3. Alors c'est avec une imprimante FDM, donc dépôt de filament, en 235 par 235 par 250 de haut. Alors on va avoir une machine qui, d'après ce que j'ai cru voir sur le carton, parce qu'en fait j'ai rien appris de la machine, je vais faire exprès de la découvrir en même temps que vous, parce que je trouve que le packaging est vraiment intéressant. Il est vraiment, enfin, je veux dire, c'est une machine, le packaging, j'imagine le truc qu'on pourrait trouver dans un magasin de bricolage, par exemple. Les couleurs me font beaucoup penser à tout ce qui serait marque Stanley, tout comme ça, vous savez, l'outillage, quoi, le noir et jaune. Ça fait vraiment outillage, quoi, je trouve. Et du coup, bah, de toute façon, une imprimante 3D, à la base, c'est un outil hein, pour pouvoir fabriquer des choses. Et du coup, bah, là, j'ai envie de la découvrir en même temps que vous. Donc c'est la marque Focus qui m'a contacté, ils m'ont dit tiens pourquoi pas t'envoyer la Odin 5 F3 pour la tester. Alors Focus marche beaucoup par Kickstarter en fait pour financer les campagnes des machines. Alors ils ont fait celle-ci, il y en a une nouvelle qui va pas tarder à arriver dans quelques temps là avec une caméra intégrée sur le côté. Et du coup bah, je me suis dit pourquoi pas, hein, je vais tester cette machine là. Le packaging, moi franchement c'est vraiment le truc qui m'a interpellé en quelque sorte en fait. On voit que le travail a été bien géré au niveau de ça parce qu'en fait comme on le sait, hein, les emballages, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant sur des produits, des fois, de mettre en avant l'attrait visuel, on va dire. Et du coup, bah, je trouve que c'est un carton, déjà, par rapport à d'autres imprimantes, où c'est un carton qu'on va avoir tendance à vouloir balancer, pas garder, parce que c'est des cartons de moche, en général, basiques, génériques. Là, un carton qui est présentable, on va dire, en quelque sorte. Du coup, bah, c'est quelque chose qu'on va pas forcément avoir envie de jeter comme carton et qui nous permettra également de la revendre si jamais un jour on veut pas la garder et qu'on veut passer sur autre chose, et ben on aura toujours un bel emballage pour pouvoir la renvoyer ou la vendre. Alors du coup, on va avoir normalement un direct drive, d'après ce que je vois sur le carton. On va avoir un extrudeur. Alors, normalement, le bloc de chauffe va être du style Volcano, c'est-à-dire qu'on va avoir un bloc de chauffe un peu plus long avec des buses plus longues qui vont nous permettre d'imprimer plus vite. Parce que le filament aura vraiment le temps de chauffer dans la buse et comme ça, on aura vraiment le temps d'injecter beaucoup de filament en allant plus vite. D'après ce que je vois sur le carton, on va avoir une plaque borosilicate avec un revêtement style ultra base. On va avoir un câble management qui va être très propre, d'après ce que j'ai cru lire aussi vite fait dans le carton, là, qui est marqué sur le côté. On va avoir un dual Z, on va avoir beaucoup de machines en 230 où on aura en général qu'un seul côté qui sera poussé, comme notamment les Ender 3. Là, c'est une machine qui va se positionner pas mal par rapport à tout ce qui va être des 12-230 par exemple. On va avoir des Genius derrière aussi, on va avoir pas mal de petites machines qui sont pas mal en concurrence. J'en ai plusieurs autres machines dans ces tailles-là à vous présenter. On va faire un unboxing, on va faire un petit montage. Normalement, la machine, c'est aussi ce qui fait l'attrait de cette machine-là, c'est que normalement, c'est une machine pliante. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont défait quelques vis sur le côté, ils l'ont plié, et en gros, là, normalement, on va la sortir du carton et on aura juste à la redresser, mettre deux vis sur le côté, et normalement, la machine est prête à imprimer. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc, c'est parti pour le déballage. On va regarder le contenu du carton, voir les outils un petit peu qui sont fournis avec la machine, voir si on en aura besoin de l'extérieur ou pas. Parce que si jamais c'est votre première imprimante 3D, est-ce qu'avec un seul carton comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir travailler? Alors, je pars du principe que vous avez peut-être acheté du filament à côté. Si jamais c'est pas fait, je vous recommanderais d'en acheter. Parce qu'en fait, ce genre de machine-là, je pense que ça serait pas mal aussi que par la suite, je vous fasse des petits tutoriels pour commencer l'impression 3D. Parce que moi, ça fait longtemps que je fais de l'impression 3D. Et je me dis souvent, il faudra peut-être que je me remette un petit peu au début pour essayer de guider un peu justement les personnes comme vous qui voudraient commencer. Parce que bon, je pars beaucoup du principe qu'on est beaucoup des makers et tout ça, qu'on connaît déjà l'impression 3D. Mais vous aussi qui êtes débutant, je vous regarde du coin de l'œil. Je vous oublie pas et je me dis que ce genre de machine-là, ça peut être vos premières imprimantes 3D. Donc ça peut être intéressant de vous présenter le processus également, comment mettre en place une impression, un calibrage, comment lancer votre première impression dans les meilleures conditions qui soient. Donc on fera un petit tour également sur Cura. Parce que je vais utiliser Cura notamment, parce que c'est un logiciel qui est gratuit, open source, qui est hyper simple. Et aujourd'hui, c'est un des plus connus, on va dire en quelque sorte. Après, il y a Prusa Slicer, il y en a pas mal d'autres derrière, mais là, ça sera vraiment orienté Cura. Donc c'est parti pour le déballage. Donc on défait les petites oreilles, hop. Et là, on va venir poser le carton sur le côté. On va regarder dans quel sens aller dans le carton déjà. Alors là, le plateau, il est vers le haut. Hop, donc là, on va prendre tout ça. Donc là, on va avoir un petit tiroir qui va sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Un petit échantillon. Donc là, on va avoir un petit échantillon de PLA. Donc, on a 250 grammes de PLA blanc, nature, hein, c'est couleur basique, qui nous permettra de faire des petits réglages, des petits tests et autres. On va avoir un petit carton d'accessoires. Donc là, je vais pousser les mousses sur le côté pour pas gêner. Donc, dans le petit carton d'accessoires, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le manuel d'assemblage avec le petit Quick Start Guide, donc petit kit de démarrage, hein, on va voir ce qu'il y a dedans également. En gros, on nous présente vraiment le départ de la machine, mais vraiment grossièrement, hein, vraiment le truc basique, l'assemblage. En gros,
toute façon, avec les étapes qu'il y a là-dedans, c'est ce qui suffit normalement à démarrer la machine. Donc ici, on va avoir le manuel, donc le manuel qui nous présente un peu plus le firmware. Ah bah déjà, il nous présente également la configuration de Cura dans plusieurs langues. Du coup, d'après ce que je vois, on va avoir quoi comme langue? L'anglais, bah, je crois qu'il n'y a que de l'anglais et de l'allemand. Ouais, il n'y a que de l'anglais et de l'allemand dedans. On va avoir une petite spatule. Alors les petites spatules comme ça, par contre, si vous débutez l'impression 3D, ça va pas être franchement très utile. C'est pas assez costaud, hein. Vous risquez de vous esquinter en plus les doigts et tout ça. Donc je vous conseillerais d'essayer de trouver des vraies spatules. Il y a une marque qui faisait des bonnes spatules, c'est Bultec. Ils font une spatule qui s'appelle la spatula, parce que c'est une marque espagnole à la base. Et en fait, c'est une spatule qu'on va attraper avec un espèce de manche qui est vraiment à plat et qui est vraiment plus efficace pour décoller des pièces si jamais elles sont vraiment trop collées. Mais franchement, sur une surface ultra base, si elle est bien égraissée, qu'elle est bien nettoyée proprement, quand vous allez faire votre impression, une fois qu'elle aura refroidi, la pièce normalement est censée se décoller d'elle-même. Donc on va avoir le câble d'alimentation secteur, on va avoir, ça c'est quoi? Ça c'est je pense que ça c'est un câble de rechange, peut-être celui d'origine qui va se mettre sur la machine, mais je penserais plutôt à un câble de rechange, parce qu'en fait c'est des câbles plats, et ça peut arriver qu'avec le temps, ces câbles-là se coupent. Ah bah ils ont été super sympas, ils ont mis 2 buses type Volcano. Donc 2 bus Volcano, 2 plus que celle qui sera sur la machine, donc ça vous fait 2 bus de rechange. C'est pareil, les bus ça ne change pas au bout d'une semaine, hein. Si vous avez vraiment un bouchage, c'est pas le gage de truc de changer une bus tout de suite. Une bus ça se bouge très rarement, en général ce qui se bouge c'est pas la bus, ça va être le heat break, c'est-à-dire en fait la surface qui va se trouver entre la buse et le haut de l'extrudeur. En fait, la petite partie entre les deux, en général, c'est là où le filament va se bloquer. Ce n'est pas la buse qui va se boucher en général, c'est entre les deux. Ça peut arriver si jamais vous faites des rétractions trop importantes, en fait le filament va remonter, va gonfler, et c'est là que ça va créer un bouchon. Mais c'est pas la buse qui va être bouchée. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous débutez, en général, vous démontez vos buses, et en général, vous les remontez mal, ça recrée un autre bouchon, et au final, vous arrivez dans des trucs complètement... Donc en gros, le mieux à faire, ça serait de faire chauffer, et des fois, ils vous fournissent des petites aiguilles. On va regarder dedans si elles sont fournies. Ça serait bien qu'ils en aient mis une. Sinon, ça peut être des... Ah si, vous voyez. Il y a des petites aiguilles comme ça. Ces petites aiguilles-là, vous allez les rentrer par la buse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous attendez un tout petit peu... Alors par contre, vous n'y allez pas avec les doigts hein, sur l'aiguille. Vous allez prendre un gant ou quelque chose qui résiste à la chaleur. Parce que si vous restez trop longtemps dedans, en fait, vous allez vous cramer les doigts. Alors cette petite aiguille-là, vous allez commencer à la pousser dedans. Et en fait, au bout d'un moment, le bouchon, il va commencer à remonter la chaleur dans le PLA qui est juste au-dessus. Et ça peut le ramollir et ça peut aider. Et derrière, ce qu'il faut, c'est extruder un petit peu en même temps. Comme ça crée un espèce d'effet de poussoir. Et avec le trou là, ça va faire couler votre filament. Du coup, de l'autre côté, vous allez essayer de pousser un petit peu. Vous allez tirer le dernier morceau de filament qui reste dedans. Et normalement, vous devriez être en mesure de déboucher votre buse sans avoir à la démonter. Le démontage d'une buse, c'est vraiment en cas de dernier recours, mais vraiment quand vous y arrivez plus, quoi. Donc ensuite, on va avoir, donc là j'imagine que c'est une pince coupante, donc ça peut piquer les doigts. Donc la petite pince coupante qui peut servir à mettre le biseau sur le PLA, quand vous allez l'injecter. Le support de bobine, qui n'est pas très compliqué à monter, donc du coup, vous voyez, vous l'intégrez dedans et vous le faites tourner. Donc voilà. Ensuite, on va avoir donc les petits outils, hein. On va avoir des clés plates, une grande clé plate, des petites clés BTR, et bon, on va avoir l'essentiel en fait, hein. Les clés plates vont servir pour tout ce qui est réglage d'excentriques, hein, c'est-à-dire les roues en fait sont fixées avec des excentriques, c'est-à-dire des écrous qui vont tourner, mais qui ne seront pas avec un trou au centre. Ils vont avoir un trou légèrement exporté sur le bord pour pouvoir en fait créer une pression pour qu'ensuite vos roues viennent bien se plaquer sur les profilés et créer un guidage parfaitement aligné, quoi. Donc les petites clés BTR, on va avoir la petite clé USB qui sert d'adaptateur pour la carte micro SD qu'il ne faudra pas perdre. Il peut y avoir des fichiers de test dessus, on regardera. Donc là, je la remets dessus pour ne pas la perdre. On va avoir un câble USB qui nous sert à connecter au PC. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc là, ça, c'est des petits caches qui vont servir, à mon avis, pour mettre sur les coins des profilés. Un tout petit peu de visserie, et au final, c'est là où on se dit que en fait, la machine doit être hyper simple à monter, puisqu'au final, on n'a que ça. Donc là, on va avoir, en fait, je pense, les vis pour le support de bobine. Allez, c'est parti. Maintenant, on sort la machine. Donc là, pour l'attraper, on va l'attraper par la mousse. Voilà, donc là j'ai sorti la mousse. Donc là on va l'attraper comme ceci. On va mettre une main dessous pour éviter de tout casser. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire, si c'est possible, c'est d'aller chercher un petit cutter ou une lame ou quelque chose pour pouvoir découper le film plastique ici. Alors faites très attention à ne pas vous couper, hein. Faites ça proprement. On va avoir un autre film plastique qui est sur la plaque de verre qui est ici. Alors, il y a des petites pinces qui sont hyper serrées là. Alors là, vous essayez de les faire glisser proprement sans enrayer le verre, ça va pas être simple. Au passage, on va enlever la plaque de verre. Donc du coup, il y en a une autre sur le côté là. Donc là, les petites pincettes, on va en avoir 4. Je vous conseillerais de les mettre sur les coins, après on le fera plus tard. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever la plaque de verre.
pour pas la péter pendant qu'on fait la manip là. Comme ça vous êtes sûr de la protéger. Vous allez enlever les petits blocs de mousse qu'il y a sur les tiges. Doucement hein, pour éviter de tordre les tiges également. Vous allez contrôler au passage que tous les coupleurs sont serrés correctement, que nous n'avons pas de jeu partout, hein, ni quoi que ce soit. On va avoir également un petit collier qui sera ici, on prendra la petite pince pour le couper. La plaque d'aluminium ici, on va avoir un revêtement vert là qui sert en fait tout simplement quand la plaque les usinés, ils enlèvent pas les scotch là, ils se font pas chier à les enlever. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les enlever ces trucs. Donc du coup, la machine, là, on a quelque chose de propre. On vérifie que tous les moteurs sont connectés. De toute façon, ils ont mis de la colle dessus pour pas que ça s'enlève. Ça, c'est cool. Donc là, le petit connecteur d'alim qui est ici. On va avoir un petit peu de film plastique ici. Hop, le sachet avec les vis. Donc c'est les M5 par 8. Donc là, on va prendre la clé BTR. Là, on redresse la bécane. Alors, on ne sert pas tout de suite, hein, le temps de positionner les 4. Parce qu'en fait, on en a 4. On en a en fait une qui sera devant le profilé et une qui sera juste derrière le profilé. Alors, une petite chose que je vais vous conseiller de faire et qu'ils n'ont pas prévu de fournir avec la bécane, là, mais ça serait de prendre une équerre, en fait. Une équerre et de vraiment, vous voyez, là, le portique, qui bouge quand même pas mal. Donc, du coup, j'ai été chercher une équerre dans l'atelier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser comme ceci, sur le châssis et pas sur le plateau, parce que le plateau, comme il n'est pas réglé encore, on aura peut-être des défauts de parallélisme avec les ressorts. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le placer comme ceci. Et là, on peut voir qu'en fait, en mettant le portique vers l'arrière, on obtient un angle droit. Alors faites ça sur une table droite si possible aussi, parce que ça vous aidera un peu plus. Et voilà, donc là on contrôle que ça n'a pas bougé. On va regarder de l'autre côté également que ça se soit bien placé, parce qu'il est possible que derrière en fait ça bouge un petit peu quoi. Donc là c'est pareil, on est bon. Voilà, donc maintenant la Odin 5 F3 est assemblée, ça bouge pas, c'est costaud. Franchement ouais c'est pas mal, c'est bien rigide. Donc là on va vérifier que les câbles du plateau se positionnent bien, que le end-stop clique bien. On va faire pareil, alors là on va découper la petite... ça là, comme ça on a la nappe qui se balade. Vous voyez la nappe elle n'est pas branchée par contre. Donc pour brancher la petite nappe, on la prend avec les deux mains comme ceci. Et là on regarde bien que la pine du haut est bien alignée avec la pine en face. Et là, hop, on la connecte. Par contre je trouve que c'est un peu léger ça. Si ça fait comme sur les artilleries, ils auraient pu faire une petite patte qui vient se fixer sur le petit carter en plastique là, pour vraiment le coincer dedans, parce que j'ai peur qu'avec le temps, ça bouge quand même pas mal. Voilà, donc hors caméra, j'ai enlevé le film plastique sur le plateau, ça sera beaucoup plus pratique, ça évitera de perdre du temps. Il y a également un film plastique sur l'écran, là, si on arrive à attraper la petite patte. Hop. On essaie de bien le faire glisser sur les côtés comme ça, pour pouvoir éviter que ça se coupe dedans. Parce qu'ils sont un peu cons, en fait, ils assemblent les écrans avec le film plastique par l'intérieur. Et du coup, on se fait chier, et puis du coup, pour l'enlever le plus facilement, des fois, il faut l'enlever, l'écran. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à pas le craquer de l'intérieur, donc du coup c'est propre. Donc il va nous rester une dernière chose à faire. Là la petite nappe n'était pas connectée, donc on l'a fait. Il va y avoir également peut-être celle-ci qui sera pas connectée, il faudra quand même le faire aussi. On peut voir ici que la tête bouge. Pourquoi? Parce que tout simplement les excentriques ne sont pas réglés. Alors pour régler les excentriques, il va y avoir besoin d'une des clés, la partie la plus grosse sur l'excentrique dessous, et on va tourner de telle façon à ce que la tête, vous voyez, là, ça y est, la tête est bonne. Ce qu'il faut contrôler, en fait, c'est que la petite roulette, vous arrivez quand même à la tourner légèrement. Il faut réussir à la tourner à la main, mais sans qu'elle glisse, en fait. Si elle glisse trop, là, c'est pas assez serré. Il faut vraiment que vous forciez quand même et que vous arriviez à la faire tourner. Si vous arrivez à la faire tourner en forçant quand même suffisamment, c'est qu'elle est bien placée. Vous voyez, là, ça bouge pas. Et on fait des allers-retours comme ça pour voir si ça glisse bien. Là, tout se passe bien. Donc, du coup, ensuite, on va avoir le plateau ultra basse, donc on va avoir un petit film à enlever dessus, vous voyez. Tac. Alors l'avantage de ces surfaces là, c'est que vous avez un côté un petit peu ultra basse en fait, un perforé. C'est une espèce de matière en fait qui va se dilater avec la chaleur, et ce qui fait que votre pièce va beaucoup plus adhérer. Là vous voyez ce que je fais, il ne faut pas le faire normalement, parce que je mets de la graisse de la main sur le plateau. Donc il faudra quand même le dégraisser avec un microfibre et un petit peu d'alcool. Comme ça vous pourrez le nettoyer proprement. Vous pouvez également utiliser le côté envers, ce qui va vous donner des impressions qui auront un rendu lisse sous vos pièces, qui sera vraiment très propre. Et moi j'aime bien l'utiliser ce petit côté-là. Par contre ce côté-là, il faut utiliser de la laque. Donc je vous recommanderais de la 3D laque, qui est quand même une laque qui est assez efficace, qui est prévue pour de l'impression 3D, parce qu'en fait il n'y a pas de parfum dedans, contrairement à des laques à cheveux, qui peuvent avoir du parfum, qui peut être très corrosif pour tout ce qui va être ventilation, roulement et autres. Du coup la laque, la 3D laque, c'est vraiment prévu pour. Donc du coup on va utiliser le côté ultra basse déjà pour tester. Donc là on va venir le placer comme ceci, qui était fourni avec. Donc là les petites pincettes, on regarde sur les bords du plateau comment c'est fait. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le côté légèrement plié et on va faire comme ça. Vous voyez, ça s'en fiche tout seul. Et ça évite d'esquinter le plateau. Si on le prend normalement,
Alors là, on fait attention de ne pas toucher les connecteurs du plateau, hein, de l'alimentation du plateau, sinon on va prendre du jus quand on va toucher le truc. On va placer la deuxième de ce côté. Et là, on regarde bien que la plaque de verre ne bouge pas. Là, on regarde également que les excentriques soient bien réglés. Là, on a de la chance, ils sont vraiment bien réglés. Derrière, on va regarder pareil, que ça bouge bien. Donc ça a l'air d'être pas mal. On va regarder que le Z se déplace bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de descendre le plus qu'on peut. On pourrait le faire avec la machine allumée, mais j'aime bien toujours vérifier une fois comme ça à la machine à l'arrêt pour contrôler que tout est bien aligné. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une règle. Et en fait, la règle, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre mon équerre et on va mesurer. En fait, on va avancer le plateau légèrement comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez mesurer la hauteur du portique ici par rapport au châssis et la hauteur du portique d'ici par rapport au châssis. Pourquoi? Parce qu'en fait, si légèrement vous bougez d'un côté, vu qu'on n'est pas synchronisé avec une courroie en haut, ce qui peut se passer, c'est que le portique ne sera pas aligné. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait, vous allez mesurer d'un côté, vous allez voir. Donc là, je suis à 14,2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner, je vais amener la machine à 14,5 par exemple. Voilà, je suis à 14,5 de ce côté. Et là, je vais regarder de ce côté. Et là, je vois que je ne suis pas à 14,5. Donc voilà, là, je suis à 14,5. Et là, je suis à 14,5 des deux côtés. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand nos moteurs vont bouger, ils vont bouger ensemble. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on veut, c'est que ce soit le plus parfaitement aligné possible. Comme ça, vous aurez vos impressions qui seront de meilleure qualité possible et vous aurez vraiment quelque chose d'efficace, même au niveau du leveling final. Par exemple, quand on va calibrer le plateau, là, on aura vraiment quelque chose de nickel. Vous avez vu, on a réglé ça à l'équerre, on a réglé le portique correctement. Alors, évitez d'appuyer d'un côté, par exemple, parce que si vous appuyez d'un côté, comme on n'a pas de courroie de synchronisation en haut, on risque de décaler légèrement et ça peut faire que derrière, vos impressions, elles auront des déformations. Donc là, on va passer à l'allumage de la machine. Je vais fixer le support de bobine hors caméra vite fait là. Voilà, donc la Odin 5F3 est terminée d'assembler. J'ai monté le support de bobine. Je n'ai pas encore mis de filament, tout simplement parce que ce que je vais faire là, c'est que je vais juste faire un leveling vite fait. Je vais vous présenter l'écran également, hein, l'interface. Donc pour vous dire, normalement d'après ce que j'ai relevé, j'ai un écran MKS et je pense que la carte mère, ça va être du Maker Base également. Je pense que c'était une Nano Robin, un truc dans le genre. Je vais regarder dans le firmware, de toute façon, ce qui est marqué. Donc là, on va l'allumer. Alors par contre, vous allez voir, elle fait quand même pas mal de bruit. Donc l'alimentation fait un peu de bruit et également le petit ventilateur qui est sur le côté fait un petit peu de bruit. C'est pas une machine silencieuse. Également, prévoyez de prendre un petit post-it, ça va vous servir pour faire le leveling de la machine, puisqu'en fait, j'ai regardé, il n'a pas d'auto-level, hein, c'est un leveling à l'ancienne avec un palpage en 4 points. On a un capteur magnétique qui est ici. Donc là, on va faire un premier home pour vérifier que tous les axes fonctionnent. Alors, un conseil, quand vous faites des homes, vous les faites un par un. Vous ne faites pas all tout de suite, vous faites d'abord X. Voilà, on voit que le X fonctionne. On va faire un Y. Et on va terminer par le Z. Pourquoi? Tout simplement pour vérifier déjà qu'on a bien placé nos petites pincettes ici, que ça ne vienne pas arracher tout. Vous gardez toujours le doigt pas loin du bouton au cas où vous avez un souci. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on est en TMC sur tous les axes. D'après ce que je vois, le Z ne fait pas de bruit, donc il y a un TMC sur les 3 axes déjà, X, Y, Z, ça c'est sûr. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en préchauffe le plateau. Alors, je vais vous montrer l'écran de près, je vais vous rapprocher, comme ça vous allez voir comment on fait. Pour le calibrage du plateau, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton Preheat qui est ici, et on va mettre en préchauffe le plateau ainsi que l'extrudeur. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de chauffé. Ça va permettre à la matière de se dilater, notamment au niveau des plateaux en aluminium, mais également si on a du PLA qui reste au niveau de la buse, ça nous permettra de le retirer. Ça évitera de faire une couche supplémentaire qui nous fausserait notre réglage. Donc là, on va mettre à chauffer l'extrudeur également, donc on va le mettre à 200 degrés, vu qu'on va faire du PLA derrière. Là, vous pouvez faire comme ça. Donc là, on fait comme ceci, voilà. Donc ensuite, j'ai pas fait gaffe s'ils avaient... Non, ils n'ont pas mis de bouton préchauffage. Est-ce que dans le More... Non, dans le More, ils ont mis aucune option. Ça, c'est des options qu'on peut mettre par la suite. Donc là, on est pas mal. On attend que le plateau chauffe, et ainsi que l'extrudeur. Donc à l'interface d'accueil, ils n'ont pas mis les températures, on ne peut pas les voir. Ils n'ont pas fait un système où on puisse voir les températures, ça c'est dommage. Donc du coup, il faut rester dans le Tools. Et comme ça, on voit comment ça monte. Donc là, le plateau, il est à 30. C'est un plateau en 24 volts, hein, c'est pas un plateau en 220, du coup ça prend un peu de temps à chauffer, donc ce que je vais faire c'est que là je vais accélérer le temps de chauffe. Voilà, donc une fois que le plateau est chaud, ainsi que l'extrudeur, ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder au nivellement du plateau. Donc du coup pour ce faire, ce qu'on va cliquer, on va revenir en arrière, on va aller dans Tools, on va aller dans Leveling, et ici on va voir qu'on a 4 boutons, point 1, 2, 3, 4, et ainsi qu'un 5e point. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une feuille de post-it. Moi j'utilise des post-it tout simplement parce que c'est plus fin qu'une feuille de papier, et ça nous permet d'avoir vraiment une première couche qui est vraiment parfaite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur point numéro 1. Vous allez préparer votre post-it, vous allez venir le positionner sur votre plateau. Voilà. Une fois que la feuille est sous la buse, vous allez vérifier que la feuille frotte sous la buse. Si ça ne frotte pas, c'est que vous êtes trop serré. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner la molette.
pour vraiment régler nickel. Vous voyez, on va tourner la molette. Ensuite, on va répéter l'opération sur le point numéro 2, 3 et 4. Donc là, on voit qu'on n'est pas très bien réglé. Voilà. Alors, on n'a pas d'auto-leveling, donc du coup, on est obligé de le faire à la main, à l'ancienne. Donc là, on voit que ça force trop. On tourne légèrement la molette. Voilà, point numéro 4. Là, on est pas mal. Donc là, on va se positionner au point numéro 5, vérifier que tout s'est bien aligné. Ouais, ça frotte, c'est pas mal. Si vous estimez que votre leveling n'est pas bon, vous pouvez le refaire. Donc là, on va faire un retour, on va faire un mouvement de 10 vers le haut. Donc on va appuyer 2 fois sur Z10, là, ici, Z+, on va appuyer 2 fois. Et on va charger du filament. Donc là, on va mettre une bobine de filament au-dessus de la machine. On va amener le filament qu'on aura préalablement coupé en forme de biseau avec la petite pince coupante ici. On va l'amener à l'intérieur ici. On a un capteur de filament, je pense, qui se trouve à l'intérieur ici. Et on va faire retour. On va cliquer sur Autoload. Et là, on va laisser la machine charger toute seule. Normalement, quand on clique sur Autoload, ça va charger. Ouais, c'est bon. Ça charge un peu, on sent que le filament est entraîné. Et là, on attend que le filament sorte. Une fois qu'il sort, on va cliquer sur le bouton Retour. Donc là, on peut voir qu'il y a un peu de filament qui sort. Vous le verrez peut-être pas forcément au niveau de la caméra. Si. Donc là, on va faire Retour. Donc là, on est chargé, on a du filament dans la machine. Voilà, on enlève le petit caca qui est au bout. Donc là, on va reprendre un petit peu, parce qu'il va en sortir pas mal quand même, le temps qu'il fonde. Ça charge plus, on vérifie quand même que ça continue de pas charger. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Tools. On va prendre la carte micro SD qui était fournie avec la machine. Et là, on va venir la mettre sur le côté. Alors, elle se met l'épine vers le haut, d'après ce que je vois. Tac. Et là, on fait retour, printing. On va regarder s'il y a un modèle. Donc là, on a un cube de calibration, d'après ce que je vois. On va faire confirme. Et là, le print va se lancer. Donc là, on peut voir le petit affichage de l'image. Alors ça, c'est pareil, ça sera dans Cura qu'on va le configurer. Je vais vous montrer comment on fait pour régler un tranchage d'un fichier. On va trancher un cube, tout simplement. Donc là, on va attendre que le print démarre. On va vérifier que la première couche se fait. Alors, il y a un truc qui va se passer, c'est qu'également, vous allez avoir les molettes qui sont réglées maintenant. Mais c'est possible que votre leveling ne soit pas parfait. Donc pour le faire, on va cliquer sur Options. Et là, on va avoir un bouton qui s'appelle Baby Step. Baby Step, vous allez cliquer dessus. Et en fait, au début, vous allez pouvoir sélectionner 0,01. 0,05 ou 0,1. Quand ça va positionner, vous voyez ici là, ça va poser le filament. Bon, moi je vois que ma première couche est parfaite parce que j'ai l'habitude de le faire, mais ce qui va se passer, c'est que vous pouvez cliquer sur Z- ou Z+. Z-, ça va baisser la tête d'extrusion pour pouvoir vraiment la placer enfin vraiment écraser. Vous voyez là, il y a un petit morceau de caca qui s'est positionné. Donc là, on peut voir que ma couche, là, on voit que ma couche est légèrement trop haute. Au milieu, elle est un tout petit peu plus haute que sur le bord, mais c'est parce qu'en fait, ça n'avait pas fini d'extruder, donc là, ça en a rajouté un petit peu. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire 0,01 ou 0,05 et descendre légèrement le Z, par exemple, de 2 clics. Et en même temps, on regarde ce qui se passe. Parce que la tête descend vraiment en temps réel. Du coup, ça va nous permettre de positionner vraiment notre première couche le plus pâle possible et pour vraiment avoir quelque chose de parfait. Si vous faites des grosses pièces, ça peut vraiment vous servir parce qu'en fait, sur les grosses pièces, vous pouvez avoir quelque chose de pas forcément uniforme de partout. Et vos premiers levelings ne seront pas forcément parfaits. Mais au final, à force de faire, vous allez avoir l'habitude, quoi. Donc je vous ferai une partie 2 avec la présentation de Cura, comment faire un tranchage de fichiers, préparer une impression 3D, ainsi que la lancer. Et je vous montrerai dans la partie 2 également tous les objets que j'aurai imprimés avec cette machine. Et je vous ferai mon compte rendu. Voilà. Donc là, on se retrouve pour la petite conclusion de la partie 1. Voilà, donc cette partie 1 de la Focus Odin 5 F3 touche à sa fin. Je vais vous faire une petite conclusion de mon ressenti sur l'assemblage, le démarrage de l'imprimante. Et sincèrement, c'est pour moi une machine qui se révèle assez simple. Vous pouvez voir que là, j'ai lancé un premier print en quelques minutes. Ça m'a pris, je pense, une vingtaine de minutes à l'assembler, préparer le premier print, faire mon leveling et tout ça. Allez, comptez une bonne heure pour être tranquille. Si c'est votre première imprimante 3D, vous prenez un café ou une boisson, quelque chose, une petite bouteille d'eau et vous commencez votre petit montage. Vous allez avoir besoin de uniquement ces petits outils qui sont fournis dans le caisson. Vous allez avoir vraiment rien besoin d'autre. La petite pince coupante pour vous permettre de préparer votre filament. Mais sincèrement, c'est une machine très simple. Bon, elle fait un peu de bruit, par contre, j'avoue qu'au niveau ventilation, ça souffle quand même pas mal. Les ventilateurs, ça se change par la suite. Mais commencez déjà à vous familiariser avec cette machine. Je pense que ça peut être une bonne machine pour débuter. On a un double Z à l'arrière qui est quand même un gage de stabilité au niveau des impressions. Même si sur certaines machines, avec un seul Z sur des 230, ça reste quand même pas mal. Moi, je préfère en avoir deux. C'est quand même quelque chose de plus équilibré. On a une machine qui est vraiment sympa. Le petit cache jaune, je trouve, ça fait sa petite touche. Ça change un petit peu des machines qui sont toutes noires.
Le fait d'avoir des profils hélices, c'est esthétiquement assez beau. Le châssis, le carénage est vraiment bien conçu. On a un double rail, ce qui renforce quand même la stabilité. On a un plateau avec un verre borosilicate qu'on peut démonter, qui n'est pas collé. On peut le démonter, le retourner ou le mettre dans d'autres sens différents. On a également 2 bus de plus fournis avec de type Volcano. Je précise quand même que type Volcano, ça permet quand même d'imprimer un peu plus vite et d'avoir des meilleures chauffes au niveau des températures de certains filaments. Par exemple, du PLA, on peut faire aussi du PETG sur ce type de machine. Mais ça, tout ça, je vous en reparlerai dans la partie 2. Je vous ferai des timelapses avec des impressions et je vous ferai ma conclusion, est-ce que la machine vaut le coup ou pas. Là, mon print se passe nickel. Franchement, je suis assez content. Alors, ce petit print-là, je vous mettrai une petite photo juste à la fin de cette première partie, quand il sera terminé. Et du coup, on se retrouvera pour la partie 2. Donc, je vous dis à bientôt pour la partie 2 sur la Focus Odin 5 F3. C'était Christophe, ma chaîne NeoProDFX. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne et de vous abonner également sur mes autres réseaux sociaux. Je suis également sur TikTok, NeoProDFX, également sur Instagram, neoprod-fx. Voilà.